À l'occasion de la célébration ce mardi 25 décembre de la fête de la Nativité, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a plaidé pour la vraie paix en République démocratique du Congo. À l'appel d'un rassemblement de professionnels de différents secteurs, un mouvement de grève a débuté ce lundi au Soudan, dont le sillage de manifestations contre le prix du pain. Et puis la Centrafrique dispose désormais d'un nouvel ambassadeur de l'ONU. Il s'agit de l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Deux localités de la région anglophone du nord-ouest du Cameroun ont été le théâtre de violences ce lundi. Des combats ont en effet opposé des séparatistes anglophones à l'armée. Les détails. D'intenses combats ont eu lieu entre Amba Boys et militaires à Ndop et à Bamali, deux localités voisines du nord-ouest du Cameroun. L'information provenant d'un témoin a été confirmée par une source proche des services de sécurité. Aucun bilan de ces combats n'était cependant disponible dans l'immédiat. La zone de Ndop a été ces derniers jours le théâtre d'une série d'accrochages entre séparatistes et soldats de l'armée camerounaise. Au moins 6 personnes, dont des civils, y auraient été tuées en moins d'une semaine. Dans le nord-ouest, le couvre-feu en vigueur depuis plusieurs semaines a été suspendu jusqu'au 3 janvier à l'occasion des fêtes de fin d'année. Depuis plus d'un an, des séparatistes ont pris les armes dans le nord-ouest et le sud-ouest anglophone du Cameroun pour en finir avec ce qu'ils estiment être la marginalisation de la minorité anglophone du pays. Des affrontements entre soldats déployés en nombre et ces séparatistes regroupés en congrégations éparses dans la forêt équatoriale s'y produisent très régulièrement. Plus de 200 membres des forces de défense et de sécurité camerounaises ont perdu la vie dans ce conflit, ainsi que plus de 500 civils, selon le groupe d'analyse International Crisis Group. Ce conflit, qui n'a cessé de prendre de l'ampleur, a déjà forcé plus de 437 000 personnes à fuir leur domicile dans ces régions, selon l'ONU. En République démocratique du Congo, Monseigneur Fridolin Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, a animé la messe de la Nativité ce lundi soir à la paroisse Notre-Dame. À cette occasion, le prélat catholique s'est exprimé au sujet des élections prévues le 30 décembre prochain. Pour son premier Noël en tant qu'archevêque métropolitain de la capitale Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo Besungu s'est exprimé au sujet des élections prévues le 30 décembre 2018. Tout en dressant un tableau très sombre de la situation en République démocratique du Congo, il a souhaité que les résultats des élections ne soient pas manipulés. Devant des centaines de chrétiens catholiques, l'archevêque est resté sur la ligne des évêques catholiques, vigilante par rapport au processus électoral actuel. Pour lui, les élections ne devraient pas se dérouler au-delà de la nouvelle date du 30 décembre. Et pour préserver la paix, les résultats de ces scrutins devront être crédibles. Selon le prélat, une publication de ces résultats qui ne reflèterait pas la volonté du peuple exprimée dans les urnes serait travailler à l'anéantissement de la paix. Monseigneur Fridolin Ambongo Besungu a également prêché la non-violence, mais pas une paix naïve selon ses mots. Pour ces élections, l'Église catholique va déployer 41 000 observateurs, soit la plus grande mission d'observation électorale présente dans le pays. Au Bénin, les avocats conseils de Boniaï ont tenu à mettre un terme aux rumeurs faisant état d'assignation en diffamation contre des personnes ayant attribué la paternité du dossier ICC Service à l'ancien chef de l'État. Pour le collège d'avocats, il ne s'agit pas d'assignation, mais de plainte dûment déposée. Plus de précisions avec Maître Renaud Agbojo, porte-parole du collège d'avocats. Sur la nature juridique de l'action dite, afin de ne pas laisser donc libre cours aux affirmations et interprétations erronées, il importe de préciser qu'il s'agit plutôt d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage à l'encontre de l'ancien procureur général Georges Constant Amoussou pour avoir affirmé sans ambiguïté
que le promoteur de ICC Service est bel et bien M. Thomas Boni Yayi, avec la complicité de ses collaborateurs. Cette plainte avec constitution de partie civile a été adressée au président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou sur le fondement des dispositions de l'article 361 du Code pénal qui dispose ainsi qu'il suit. Quiconque sera coupable de faux témoignages en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion. M. Boni Yayi requiert de la justice qu'elle pallie à l'abstention de la Cour connaissant du procès dit ICC Service, notamment en matière d'exigence de preuves en soutien des allégations des témoins sachants et accusés. Une équipe a été mise en place pour les besoins et à la demande de M. Boni Yayi pour tout le long du procès, relever et donc poursuivre tout acte ou propos qui serait constitutif d'atteinte à son honneur et à sa réputation, et ce, en cas d'abstention de la criette à se saisir d'office de telles infractions. Ce journal se poursuit. Le Soudan est confronté à un mouvement de grève dans le sillage de manifestations contre le prix du pain, assombri par des heurts meurtriers. C'est l'une des plus importantes contestations du pouvoir d'Omar el-Béchir en 3 décennies. L'appel à la grève a été lancé dimanche par un rassemblement de professionnels de différents secteurs. Des manifestations étaient encore organisées jusque tard dans la soirée dans plusieurs villes, dont Omdurman, voisine de la capitale soudanaise, Khartoum. Les hôpitaux ont été les premiers à rejoindre le mouvement de grève. Cette organisation a affirmé dans un communiqué qu'elle comptait remettre mardi au palais présidentiel une demande officielle exigeant la démission immédiate du président en réponse à la volonté du peuple soudanais et la formation d'un gouvernement transitoire. Le mouvement de colère d'une partie de la population qui a touché jusque-là une dizaine de villes a été déclenché mercredi dernier par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme. Depuis le début de la contestation, les manifestations ont fait au moins 8 morts lors de heurts avec les forces anti-émeutes, selon des responsables et des témoins. Mais des bilans plus lourds sont évoqués. Le parti au pouvoir du Congrès national a affirmé comprendre la colère de la population face à la situation économique. Mais son porte-parole, Ibrahim El Sadiq, a accusé les partis de gauche qui souhaitent déstabiliser l'appareil d'État et Israël d'être à l'origine de ces protestations. La Centrafrique dispose désormais d'un nouvel ambassadeur de l'ONU. C'est le diplomate et ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye qui a été nommé pour assumer cette charge. Le Gabonais parfait Onanga Anyanga, dont le mandat s'achevait à la fin de l'année, cède la place à Mankeur Ndiaye au titre de représentant du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique. Le nouvellement nommé prend ses fonctions alors que la mission onusienne dans le pays est régulièrement accusée de passivité face aux violences des groupes armés qui occupent 80% du territoire centrafricain. Onanga Anyanga, qui était en poste depuis 2015, a lui-même reconnu que les troupes de l'ONU en Centrafrique avaient été dans l'incapacité de prévenir un massacre armé le 15 novembre à Alindao. Amnesty International a exigé une enquête approfondie, immédiate et impartiale sur ces événements. Selon l'ONG de défense des droits de l'homme, les soldats mauritaniens de la MINUSCA présents n'ont pas répondu à l'attaque du groupe armé, mais se sont au contraire retirés, laissant des milliers de civils sans protection. Âgé de 58 ans, le nouvel émissaire de l'ONU en Centrafrique a été ministre des Affaires étrangères du président Macky Sall d'octobre 2012 à septembre 2017. Il avait auparavant été ambassadeur, notamment à Paris. Le Conseil de sécurité a renouvelé le 13 décembre jusqu'à 2019 la mission de paix de l'ONU en Centrafrique. Parlons à présent de l'Éthiopie qui s'est dotée d'une garde républicaine chargée principalement de la protection du Premier ministre. La mise en place de cette garde républicaine intervient 6 mois après l'explosion d'une grenade dans une foule venue écouter l'actuel chef du gouvernement, Abiy Ahmed. Les précisions.
La garde républicaine nouvellement formée en Éthiopie s'est entraînée ces 6 derniers mois à protéger les hauts responsables du gouvernement et leurs familles contre toute forme d'agression de la part de forces mal intentionnées. La protection de ces hauts responsables était jusqu'à présent assurée par d'anciens soldats d'élite et des membres des services secrets qui ne formaient toutefois pas une force spécifiquement dédiée à cette tâche. L'Éthiopie possédait une garde impériale lors du règne de l'empereur Haile Sélassié. Cette dernière avait été démantelée lors de la chute de l'empereur en 1974 et aucune force similaire n'avait depuis été formée. L'établissement de cette garde républicaine fait suite à l'explosion d'une grenade le 23 juin au milieu d'une foule immense venue écouter le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed dans le centre d'Addis Abeba, faisant un mort et 150 blessés. Certains observateurs estiment que le Premier ministre, qui en était sorti indemne, était la cible de cette attaque. Depuis sa nomination en avril, Abiy Ahmed a multiplié des réformes majeures, libérant des milliers de dissidents et de journalistes, faisant la paix avec le voisin ennemi l'Érythrée et annonçant la privatisation de grandes compagnies publiques. Après sa victoire 2-0 à Port Saïd en Égypte, Salitas FC, le dernier représentant burkinabé en compétition africaine, s'est qualifié pour le dernier tour de cadrage de la Coupe CAF. C'était le week-end dernier au stade du 4 août de Ouagadougou, après un nul blanc contre Al-Masri d'Égypte en match retour des 16e de finale de la Coupe CAF. Claude Romba pour le point. Les joueurs de Salitas peuvent jubiler. Ils viennent de réaliser un exploit. Éliminer Al-Masri d'Égypte, demi-finaliste l'année dernière et habitué des joutes continentales. Battus 2-0 à domicile, les Égyptiens étaient venus à Ouagadougou avec l'objectif de laver l'affront des jeunes académiciens burkinabés et se qualifier. Mais c'était sans compter sur la détermination des Salitas. Les oranges et verts, rigoureux dans le placement et bien appliqués tactiquement, vont contenir le jeu de l'adversaire. Mieux, Ilyas Ouagadougou et ses coéquipiers vont même se créer les meilleures occasions, mais la plus nette est à l'actif de Al-Masri dans les dernières minutes. 0-0 au terme d'un match très tactique. De finale l'année dernière, au demi-finale, semi-finale l'année dernière n'est pas la même parce qu'il y a 3 entraîneurs qui sont partis. Moi, je viens de prendre l'équipe il y a 2 jours. Et si on conjugue l'effet de changement du temps, tout ça, c'est pas facile. Nous, on a mis notre stratégie en place. Ça allait être très difficile, à moins qu'il y ait un miracle pour pouvoir nous marquer. À Dieu merci, on a terminé 0-0. C'est déjà important pour nous. Quant à la continuité de la compétition, on va travailler plus encore. Mieux que ça, montrer une autre face de Salitas par rapport à ça encore. Salitas se qualifie donc pour le tour suivant. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Joyeux Noël à tous en compagnie des programmes de Sika TV.